Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec notre chroniqueur, c'est Abdelkarim Belgendouz, et aujourd'hui on parlera bien entendu de l'Afrique et surtout la boîte à idées. Quelle place au volet migration et immigrés dans le prochain gouvernement de M. Saad Eddine Al-Othmani. C'est Belgendouz, ahlan wa sahlan. سي عبد اللطيف السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام على جميع المستمعات والمستمعين. مرحبا سي Belgendouz. Voilà, alors comme vous venez de le dire, je souhaiterais aujourd'hui partager avec les auditrices et auditeurs d'Arc-en-ciel quelques informations et réflexions qui sont liées à l'actualité concernant le dossier migratoire au Maroc. Et cette actualité, à mon sens, on peut la repérer au niveau de deux points. Le premier, c'est une décision qui a été prise à Addis Abeba il y a quelques jours au niveau de l'Union africaine. Cette décision a consisté en le fait de donner la responsabilité de préparer le programme de travail de l'Union africaine, de donner cette responsabilité au Maroc et de la donner en personne à Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un élément très important à prendre en compte. Le deuxième point lié à l'actualité, c'est ce que tout le monde attend à l'heure actuelle, c'est la formation du nouveau gouvernement et surtout, ce qui est attendu, c'est en fait quel est le programme, qu'est-ce qui va être fait à ce niveau et au niveau du programme, quelle sera la place à accorder au volet migratoire, c'est-à-dire au volet concernant l'immigration étrangère au Maroc et le volet concernant les citoyens marocains à l'étranger dans le programme du prochain gouvernement Al-Othmani. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais donc soulever trois ou quatre petites questions. Je vous prie. D'abord, pourquoi a-t-on choisi le Maroc pour piloter ce dossier de l'immigration au niveau de l'Union africaine? Comment expliquer le fait que ce soit Sa Majesté le roi Mohammed VI qui ait été choisi en personne parmi tous ses pairs africains pour s'occuper directement de ce dossier? L'autre question, c'est en quoi, plutôt quels sont les enjeux de ce dossier migratoire pour l'Afrique? En quoi est-ce un domaine de la plus haute importance? Et d'où vient sa sensibilité? En troisième lieu, en quoi la prise en charge et la coordination par le roi Mohammed VI du dossier migratoire au sein de l'Union africaine impose de nouvelles responsabilités au prochain gouvernement Al-Othmani dans le domaine migratoire. En conséquence, donc, quel devrait être le programme
du nouveau gouvernement dans le vaste champ migratoire, renvoyant non seulement, encore une fois, à l'immigration étrangère au Maroc, mais également au volet marocain résidant à l'étranger. Vous voyez que les deux points sont intimement liés. Voilà. Et donc, si vous le permettez d'abord, quel est le contexte? Bien sûr. Voilà. Ceci s'est produit, bien entendu, après le retour officiel, triomphal du Maroc à l'Union européenne, à l'Union africaine, pardon, fin janvier donc 2017, en présence en particulier de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et depuis ce temps-là, donc le Maroc prend toute sa place au niveau des structures, au niveau des instances. Il prend ses responsabilités et il participe activement, disons, à la dynamisation du travail de l'Union africaine. Alors, lors de la cérémonie de passation de pouvoir entre la présidente de la commission sortante de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma, et le président de la nouvelle commission, qui est Monsieur Moussa Faki Mahamat, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Alpha Condé, a fait une annonce qui est de la plus haute importance. Il a dit que l'Union africaine, dans le cadre de son nouveau programme, dans le cadre de après le 28e sommet de l'Union africaine, il a été décidé de responsabiliser un certain nombre de chefs d'État africains sur un certain nombre de dossiers très importants et sensibles, comme le dossier de l'intégration politique, le dossier de l'intégration économique, le dossier de la relation entre l'Union africaine et le Conseil de sécurité, la question du terrorisme et la question des migrations. Donc chacun de ces dossiers a été affecté à un chef d'État. Et la question migration a été affectée, comme je viens de le dire, donc à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc, qui a été chargé donc de présenter un programme de travail sur l'immigration, donc il va engager l'Union africaine les prochains mois et qui sera amené également à faire une évaluation sur les progrès qui auront été réalisés d'ici le prochain sommet et également des problèmes qui restent en suspens. Donc c'est une responsabilisation donc très très importante sur un sujet humain, sur un dossier très sensible. Mm-hmm. Et donc il s'agit de voir effectivement pourquoi est-ce que le Maroc est en particulier, donc en personne, Sa Majesté le roi Mohammed VI a été responsabilisé au niveau de ce dossier. Je pense qu'il y a quelques raisons. Enfin, la raison, elle n'est pas accidentelle. Elle n'est pas le fait du hasard. Et le choix est un choix objectif, disons, du choix concernant le Maroc. En premier lieu, il y a la réforme de la Constitution qui a introduit toute une série d'éléments, et notamment l'égalité de traitement entre les nationaux et les étrangers. Il y a une série d'articles qui intéressent notamment les Marocains résidant à l'étranger, le droit d'asile, etc. Voilà. Mais surtout, je pense que ce qui a joué, c'est le lancement à l'initiative de Sa Majesté le Roi de ce qui a été appelé depuis septembre 2013 la nouvelle politique migratoire du Maroc. Nouvelle politique, c'est en comparaison avec l'ancienne politique qui était axée essentiellement sur le contrôle, sur la répression et où il n'y avait pratiquement pour les étrangers, pour les immigrés, pratiquement aucun droit.
ni économique, ni social, ni culturel qui était prévu. Comme chacun le sait, cette nouvelle politique, elle est, on peut la synthétiser en trois axes. D'abord, une politique de régularisation des immigrés qui sont en situation administrative irrégulière, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre entretien avec le président de Fontana, enfin voilà. Oui, monsieur le Carteron. Monsieur Carteron, voilà. Oui. On est à l'heure actuelle à la deuxième phase des régularisations. Le deuxième volet, c'est la mise à niveau de l'arsenal juridique des lois, des règlements concernant la migration. Et l'objectif ultime, évidemment, c'est l'insertion harmonieuse des immigrés qui auront été régularisés dans la société marocaine sur tous les plans, au plan économique, au plan social, au plan culturel, au plan éducatif, etc. Et donc, cette nouvelle politique, c'est une nouveauté dans la démarche. C'est une démarche qui est basée sur les droits humains, sur le respect des instruments internationaux en matière de migration, de respect de la Constitution, et également c'est entrepris dans le cadre d'une démarche de solidarité envers les pays d'origine qui sont essentiellement les pays africains subsahariens. Alors le tout, évidemment, ça entre dans le cadre d'une démarche du souverain dans le domaine des migrations qui est une démarche en termes d'ouverture, de coopération, de vivre ensemble, et non pas dans une conception frileuse qui conçoit la migration en termes de problèmes, en termes de risques, en termes de menaces. Donc c'est cette vision et ce choix éclairé et cette politique qu'on a commencé à exercer et à traduire sur le terrain au Maroc, qui a dû plaire évidemment à l'ensemble des pays africains et essentiellement à ceux qui sont touchés par l'émigration donc vers l'étranger. Et c'est en quelque sorte en reconnaissance à cet apport du Maroc, à cette vision, à cette politique nouvelle que l'Union africaine a décidé de responsabiliser Sa Majesté le Roi en lui confiant le dossier immigration. Voilà, je pense que c'est essentiellement à ce niveau-là. On peut ajouter également un autre élément. Je pense que même nos auditeurs et un certain nombre de responsables au niveau des pays subsahariens peut-être connaissent, c'est que si les relations actuelles entre l'Afrique et l'Union européenne, si l'Union européenne voit essentiellement l'aspect répressif, l'aspect réadmission des subsahariens qui seraient irréguliers en Europe et qu'on voudrait renvoyer, qu'on voudrait réadmettre au niveau de l'Afrique, si par ailleurs l'Union européenne n'est préoccupée à l'heure actuelle de l'autre côté que par le recours à ce qu'on appelle une immigration choisie, c'est-à-dire prendre essentiellement des gens qualifiés au niveau de l'Afrique pour répondre aux besoins des pays européens. Il ne faut pas oublier que cette obsession européenne a été appliquée également envers le Maroc, puisque c'est pratiquement depuis l'an 2000, donc ça coïncide avec le nouveau règne, depuis l'an 2000, l'Union européenne talonne le Maroc pour qu'il signe un accord de réadmission qui concerne pas seulement les Marocains qui seraient devenus irréguliers en Europe, ou qui seraient rentrés de manière irrégulière en Europe, ou qui le seraient devenus entre-temps, mais qui concerne également les étrangers qui auraient transité par le Maroc et qui seraient arrivés de manière irrégulière en Europe, ou bien qui seraient entre-temps devenus irréguliers. Et cet accord de réadmission qui a été proposé par
qui a été proposé au Maroc consiste donc à réadmettre non seulement les Marocains, mais également à réadmettre en particulier les subsahariens africains qui auraient transité de manière irrégulière par le Maroc. Et là, le Maroc, depuis l'an 2000, et depuis que le dialogue a commencé de manière formelle en 2003, parce que le dialogue, en fait, de manière informelle, les échanges ont commencé à partir de l'an 2000, après pratiquement 17 rounds, je crois maintenant, et plusieurs réunions sur un certain nombre de domaines techniques, eh bien, le Maroc a toujours refusé de réadmettre les subsahariens parce que, dans la vision du Maroc, les subsahariens tout le monde doit être traité dans le respect des droits de l'homme. Le Maroc a également sa profondeur géostratégique, il a sa profondeur africaine, il veut maintenir les relations étroites sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan religieux, et dès le départ, ce que souvent les gens ne savent pas, dès le départ, le Maroc a refusé. Et je pense que s'il y a eu ce refus qui a été déclaré à maintes reprises au niveau de l'Union européenne, eh bien, il ne vient pas de certains fonctionnaires, parce qu'on sait comment un certain nombre de fonctionnaires travaillent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est essentiellement que les négociations se terminent, etc. Surtout que l'Union européenne a toujours mis, chaque fois qu'on discutait de n'importe quoi, de n'importe quel sujet avec l'Union européenne, on vous sort la question de la réadmission. Et je pense, ça c'est simplement une interprétation à titre personnel, je pense que cette décision, elle vient du plus haut niveau de l'État et elle s'inscrit dans cette vision globale, dans cette vision générale qui commence maintenant à devenir beaucoup plus claire concernant les relations entre le Maroc et les autres pays africains, qui est une vision d'ensemble, une vision de solidarité, de respect des droits humains, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la mission qui vient d'être assignée au Maroc. Et comme vous voyez, Sibel Gendouz, tant de choses qu'on a fait ensemble, hein, donc sur cette notion de la boîte à idées, tout le travail qui a été fait, parce que le dossier migratoire, il est composé aussi de ces émireux. Ces émireux qui sont toujours en attente de beaucoup de choses, hein, surtout leurs droits, qui sont bafoués depuis un certain temps. Et cette attente tant attendue, hein, d'avoir un nouveau gouvernement qui va voir le jour très prochainement, et tout le travail qui a été fait lors des différentes émissions d'Arc-en-Ciel, et notamment votre participation et la participation d'un grand nombre de présidents d'associations et de compétences marocaines et franco-marocaines à travers, et des Marocains aussi à travers le monde, pour proposer des pistes de travail et qui sont à la disposition pour l'ensemble des personnes concernées par rapport à ce volet des émireux. Pas que gouvernementales, mais bien sûr les institutions. Malheureusement, à ce jour, j'aimerais bien que les choses soient claires, à ce jour, les autres institutions hors gouvernement, aucun retour. Ni CCME, ni la Fondation. Nous attendons avec impatience le futur gouvernement pour voir qui c'est qui va être ministre des émireux et pour échanger avec lui ou bien son cabinet par rapport à ce dossier qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur à vous aussi, hein, parce que vous êtes un spécialiste dans la matière depuis plusieurs années. Quel message que vous pouvez faire passer à ces institutions qui nous boycottent, hein, qu'on soit clair, qui veulent pas entendre parler de ce qu'on est en train de dire, notamment le CCME, hein, même aussi la Fondation, parce qu'elle ne répond pas, et aussi quel message que nous souhaitons que vous faire passer à ce futur gouvernement et notamment ce ministre qui va être nommé d'ici peu. Oui, voilà, vous avez brossé le tableau général et synthétisé, disons, enfin, la question, le dossier, comment il se pose. Moi, je voudrais simplement, avant de répondre point par point, si vous le permettez, à ces aspects qui sont très importants à l'heure actuelle, dire évidemment que cette réponse que doit donner le prochain gouvernement à toutes ces attentes qui ont été exprimées depuis le temps et qui n'ont pas trouvé solution,
sont des attentes qui sont demandées, donc qui font partie, disons, du dossier national proprement dit. Mais je pense que la responsabilisation du Maroc au niveau de l'Union africaine impose encore au gouvernement qu'il prenne d'autres initiatives pour que le message qui va être adressé à l'Union africaine soit concordant avec la politique qui est menée au Maroc. Enfin, je m'explique. Ce que l'on demande à l'heure actuelle, sur lequel on insiste, ce n'est pas simplement parce que l'Union africaine demande maintenant à ce que le Maroc s'occupe de la question migratoire. Bon, il dit ça, c'est simplement ça donne plus de responsabilité au Maroc et ça doit inciter tout le monde, gouvernement, parlementaire, société civile, à ce que ce dossier soit réellement pris en charge et que dans le cadre d'une vision globale, d'une vision cohérente, on trouve les solutions qui s'imposent. Mais je dois dire simplement, en l'état actuel des choses, que les attentes au niveau de l'Union au niveau de l'Union africaine, elles vont augmenter encore la responsabilité du gouvernement du prochain gouvernement marocain. Pourquoi? Parce que je pense ce qui est demandé à l'heure actuelle au niveau de l'Union africaine, c'est évidemment de s'occuper du dossier immigration dans son ensemble, sachant que l'Afrique connaît d'abord une immigration intra-africaine, c'est-à-dire que la grande majorité des migrants migrent entre les pays africains. L'immigration africaine vers l'extérieur, et notamment vers l'Union européenne, vers les pays du Golfe, ou bien l'Amérique du Nord, elle est relativement peu importante comparativement. Et là, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a la nécessité d'assurer la libre circulation au niveau entre les communautés économiques régionales au niveau de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique elle est divisée en plusieurs communautés économiques régionales. On a la CEDEAO que le Maroc a rejoint dernièrement, c'est-à-dire la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a la CEAC, voilà, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il y a la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. La SADC, la communauté de développement de l'Afrique centrale. Et il y a la COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et centrale. Alors, au niveau de l'Union africaine, la décision avait été prise, bien entendu, qu'il y ait à l'intérieur de chacune de ces régions la liberté de circulation des personnes, donc au niveau bilatéral, avec le droit de résidence et d'établissement à l'intérieur de la communauté. Et là, il s'agit d'organiser cet aspect des choses, faire en sorte qu'un certain nombre de pays qui n'ont pas encore ratifié les traités, les accords qui régissent ces éléments, la liberté de circulation, soient faits, etc. Comme il y a évidemment un certain nombre de thèmes généraux au niveau migration en Afrique, la question de la migration du travail, la question du contrôle des frontières, parce qu'il s'agit d'avoir un contrôle évidemment pour assurer la sécurité, la tranquillité et la paix entre les pays, régler la question des migrations irrégulières en Afrique, lutter contre le trafic des êtres humains, régler problèmes à l'intérieur d'un même pays, les déplacements forcés qui sont liés souvent aux guerres, aux problèmes qui peuvent exister entre des tribus, etc. La nécessité de protéger et d'élargir les droits de l'homme des migrants, d'assurer une meilleure relation entre la migration et le développement, ça c'est au niveau interne,
et puis également dans le cadre des relations extérieures entre l'Afrique et l'extérieur, et notamment l'Union européenne, assurer une meilleure coopération et un partenariat. Alors, de la même manière, comment aussi faire participer la diaspora africaine, renforcer sa contribution à la construction de l'Afrique, au développement économique, social, au développement démocratique de l'Afrique. Alors, sur tous ces aspects qui vont évidemment être proposés par le Maroc à ces pays, le Maroc est également concerné. Et le Maroc doit également donner l'exemple sur tous ces aspects-là. Et c'est la raison pour laquelle votre question, en fait, elle existe en creux dans les préoccupations marocaines vis-à-vis de l'Afrique et qui doivent être prises en considération. Lorsque, par exemple, on doit faire participer la diaspora africaine à la construction de l'Afrique, il s'agit également de voir comment faire participer le Jalia, ce qu'on appelle la diaspora, j'utilise ce terme parce qu'il est utilisé au niveau de l'Afrique, la diaspora marocaine, marocain du comment monde, la faire participer non seulement au développement économique, au développement social, mais également au développement politique et au développement démocratique. Donc, sur tous ces aspects-là, le gouvernement Saad-Din Othmani, il est interpellé. Au niveau de la politique concernant l'immigration étrangère, il y a, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la nécessité d'une mise à niveau juridique. Or, à l'heure actuelle, il n'y a eu qu'une seule loi qui a été votée, qui existe à l'heure actuelle, c'est la loi permettant de lutter contre la traite des êtres humains. C'est important. Mais il y a d'autres lois aussi importantes qui n'ont pas encore vu le jour. C'est la loi concernant l'asile. Le Maroc a adhéré depuis très longtemps à la Convention de Genève, mais sur l'asile, mais on n'a pas encore une procédure nationale de détermination du statut, disons, du réfugié. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il nous faut évidemment une révision en profondeur, une révision de fond en comble de la loi 0203 du 11 novembre 2003 qui concerne l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc, l'émigration vers l'étranger et l'immigration irrégulière. Cette loi, évidemment, qui avait constitué un pas à l'époque parce que ça a permis de remplacer tous les textes qui dataient de la période coloniale. Mais cette loi, évidemment, elle ne s'est occupée que du contrôle. C'est un élément important, bien entendu. Chaque pays doit savoir qui rentre, qui sort. Un pays a le droit, le devoir de contrôler ses frontières. Mais cette loi, justement, 0203, elle n'a intégré aucun droit, ni économique, ni social, ni culturel, ni politique, ni quoi que ce soit, ni éducatif. Or, justement, la nouvelle politique, c'est l'inclusion de tous ces droits. Et on attend avec impatience ces deux lois. C'est plus qu'un retard. À l'heure actuelle, on ne peut pas parler de nouvelle politique migratoire si les lois régissant cette nouvelle politique, disons cette politique, elle doit être adossée à un certain nombre de lois. L'état de droit, c'est ça. Et cette lacune, elle devient préoccupante. Parce qu'après 3 années, c'est plus qu'un retard. Et je crois qu'il ne faut pas invoquer simplement le fait que, pour un certain nombre de raisons, le Parlement n'a pas pu travailler ces derniers temps. Non, ces lois ne sont pas encore arrivées au Parlement. Et donc, c'est une lacune du gouvernement sortant. Donc, s'il y a une urgence dans ce domaine, eh bien, ça doit être, dans le cadre de la nouvelle politique migratoire, eh bien, ce sont ces deux lois. Et on voit mal comment, justement, par exemple, le Maroc
peut proposer un schéma, disons une feuille de route au niveau de l'Afrique, et que si un certain nombre de pays, par exemple à titre d'information, ils veulent avoir à titre comparatif quelles sont les lois qui régissent l'asile au Maroc, statut de réfugié, quelles sont les lois qui régissent le séjour et l'entrée après la période de régularisation, la reconnaissance d'un certain nombre de droits, et on va leur dire qu'on n'a pas encore ces lois. Vous imaginez quelle peut être la réaction? Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis comme vous dites par ailleurs, tout à l'heure aussi, parce que il y a aussi l'autre volet, ça forme un tout, justement, il y a tout le dossier concernant les Marocains résidant à l'étranger. Et là, ce qui prime, on n'a pas encore de stratégie nationale, globale et intégrée en matière de communauté marocaine à l'étranger. Si le gouvernement Benkirane a fait un effort à saluer concernant la préparation et maintenant l'exécution d'une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile, il l'a fait, mais évidemment, il n'est pas appliqué entièrement puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore un certain nombre de manques sur un certain nombre de points. Mais en matière de communauté marocaine à l'étranger, alors que le dossier est beaucoup plus ancien, et contrairement à ce qui a été dit plusieurs fois, y compris par M. Benkirane lors de la réunion interministérielle à la fin de l'année dernière, la commission interministérielle chargée des aspects de la migration des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, nous n'avons pas encore de stratégie nationale en matière de communauté marocaine à l'étranger. Prétendre le contraire est une contre-vérité. Ce n'est pas vrai. Et le discours royal le discours du trône 2015, il a demandé encore une fois, il a insisté, c'était un rappel pour que le gouvernement adopte une stratégie en la matière. Alors dans cette stratégie, il y a deux volets. Il y a d'abord la mise à niveau de toutes les institutions qui concernent la communauté marocaine à l'étranger. Non seulement les ministères, le ministère lui-même, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, il y a également la direction des affaires consulaires et sociales, le ministère des Habous, le ministère de l'Emploi, la CNSS, etc., mais également, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, un certain nombre d'institutions qui doivent être également mises à niveau, au niveau de leur fonctionnement, pour qu'elles soient efficaces, pour qu'elles soient démocratiques, pour qu'elles aient une gouvernance normale. Vous avez signalé à juste titre la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, qui existe par le biais d'une loi qui a été votée au Parlement déjà au siècle dernier, en 1990. Donc c'est une ancienne loi qui a besoin d'être revue de fond en comble. Et on constate justement qu'au niveau du fonctionnement de la Fondation Hassan II, le comité directeur, la composante marocain résidant à l'étranger continue encore à être représentée par les amicales autoritaires répressives que tout le monde a rejetées, qui doivent être oubliées et remplacées par des associations démocratiques. Il y a également le fait que l'institution, le comité directeur, qui doit se réunir selon la loi au moins 2 fois par an, ne se réunit pas, alors que par ailleurs, pratiquement tous les départements ministériels sont représentés également au niveau du comité directeur. Et on voit mal comment, depuis des années, cette loi n'a pas été modifiée et le fonctionnement de la Fondation Hassan II n'est pas devenu un fonctionnement normal, un fonctionnement transparent, avec la réunion ordinaire du comité directeur, à l'intérieur duquel il doit y avoir un débat. Là, c'est vraiment incompréhensible. Le deuxième élément, c'est au niveau du CCME dont on a beaucoup parlé, que vous avez rappelé, c'est Abdeltif.
où il y a effectivement la nécessité, maintenant qu'il a été constitutionnalisé, d'avoir effectivement un conseil qui soit démocratique, qui soit efficient, qui soit transparent, et qui pourrait effectivement jouer un rôle au niveau également des pays africains, dans le cadre des échanges des bonnes pratiques. Or, jusqu'à présent, on ne peut pas échanger les mauvaises pratiques. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux pays africains? On va leur dire, s'ils nous posent la question, comment est-ce que vous préparez les conseils, les avis consultatifs, on va leur dire, ah oui, mais vous savez, jusqu'à présent, il y a un avant, on n'a présenté encore aucun avis consultatif. Si on nous interroge sur la mission stratégique au niveau du CCME, on doit présenter un rapport. Le CCME doit présenter à Sa Majesté un rapport tous les 2 ans. Et si certains pays africains demandent, par exemple, une copie de ce rapport stratégique, on leur dit, ah oui, mais vous savez, on ne l'a pas encore fait. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important pour que toutes les institutions, moi je pense que c'est une urgence, et au niveau du programme, j'ai pas l'impression que les partis qui forment à l'heure actuelle la coalition, les 6 partis, je ne pense absolument pas qu'ils aient en tête la nécessité, c'est le dernier de leurs soucis, le dossier de la migration et des institutions qui s'occupent de la migration. Je pense que c'est vraiment maintenant même quelques années, une série de propositions, d'interventions constructives, de propositions qui ont été faites dans le cadre de la boîte à idées ou dans le cadre d'autres interventions qui ont été faites. Il suffit simplement aux responsables de partis qui sont chargés à l'heure actuelle de confectionner le programme et également aux futurs responsables, on ne sait pas qui va assurer la direction du prochain ministère, de revenir aux vidéos de l'émission Arc-en-Ciel, ou bien de demander, je pense que vous ferez un plaisir bien de sûr, leur envoyer bien sûr, mais Sibel Gendouz, Et néanmoins, il y a une série de propositions constructives néanmoins, qui demandent à être exécutées. C'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Justement, néanmoins, Sibel Gendouz, et là, je pèse bien mes mots. À partir de la semaine prochaine, nous consacrerons encore une fois une série d'émissions dédiées à ce volet, comme ça a été prévu dès le départ. Nous avons fait on a fait nécessaire pendant la campagne électorale. On a donné le temps pour que le gouvernement se forme. Maintenant, le gouvernement, il va avoir lieu. Et à partir de la semaine prochaine, chaque semaine, 1 heure, voire 3/4 d'heure. Absolument. Ce ne sont pas, comme certains pourraient le dire, des redites ou des répétitions. Non, du tout. On est en train maintenant de prévoir le programme de travail du prochain gouvernement d'ici 5 ans. Il faudrait que ces éléments-là soient introduits. Il faut également que dès maintenant, qu'on réfléchisse à la manière, à la formule technique d'associer et de faire participer, de faire représenter les citoyens marocains à l'étranger à la Chambre des représentants d'ici les prochaines élections. C'est maintenant où ça doit se préparer. Et je voudrais simplement, pour terminer, important, bien sûr, c'est dans les 100 premiers jours où on doit prendre de grandes décisions. Inch'Allah. Et si ces décisions ne viennent pas du gouvernement, nous espérons qu'elles soient impulsées par la plus haute autorité du pays. Merci Sibel Gendouz, à très bientôt. Ma'assalama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique.
Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.